Notre invité, Pierre Laurent. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Pierre Laurent, vous êtes le patron du Parti communiste français, secrétaire national du Parti communiste français, c'est bien cela, président du Parti de la gauche européenne aussi. Oui, avec Alexis Tsipras, entre autres. Je vais vous parler de Tsipras, parce que depuis le premier jour, vous avez soutenu Tsipras. Nous allons y revenir tout à l'heure. Candidat au régional en Ile-de-France, vous confirmez? Absolument, et tête de liste, du Front de gauche aux élections régionales d'Île-de-France. Tiens, j'avais envie de vous poser une question, Pierre. Est-ce que vous irez voter à ce fameux référendum voulu par le Parti socialiste sur l'union de la gauche? Il appelle le peuple de gauche à se rassembler, à dire s'il veut l'union ou pas. Non, mais ça n'est pas sérieux. Tout le monde sait qu'il y a un problème à gauche qui est la politique gouvernementale. Alors, Cambadélis nous dit on va parler de tout sauf de ça. Mais c'est la seule question, c'est de savoir si on change de cap politique, si on mène des politiques anti-austérité dans les régions, par exemple. Voilà, est-ce qu'on va répondre aux besoins des franciliens? Alors, vous participerez à ce référendum? Mais non, parce que moi, je suis en train de construire de l'union, mais sur des projets concrets, sur des plans d'investissement pour les transports en Île-de-France, sur des plans d'investissement pour le logement, voilà, sur des questions concrètes et pas sur des petites opérations politiciennes. Si j'avais un conseil à donner à Jean-Christophe Cambadélis, s'il est préoccupé de l'avenir de la gauche, qu'il fasse taire Emmanuel Macron, voire même qu'il le fasse partir du gouvernement. Vous demandez son départ? Vous demandez son départ? Bien sûr, c'est le symbole de tous les renoncements de la gauche. C'est un homme qui est en train de saccager le code du travail et qui fait beaucoup de mal à la gauche, avec la bénédiction du Premier ministre. Donc il faut effectivement que Monsieur Cambadélis s'occupe de ça. Et nous allons nous occuper sur le terrain de rassembler les électeurs de gauche pour des vraies politiques de gauche. J'ai entendu Claude Barthelone dire « Mais nous avons perdu Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis parce qu'il n'y a pas eu d'union de la gauche. Mais nous allons perdre beaucoup de régions à cause de ça. » Mais moi j'ai souhaité le rassemblement à Noisy-le-Grand, mais il faut que le Parti socialiste commence par balayer devant sa porte. Quand dans la semaine de ces élections, justement, Emmanuel Macron nous dit il faut supprimer le statut des fonctionnaires et autres provocations du même genre, eh bien il faut effectivement que chacun travaille au rassemblement de la gauche, mais que le Parti socialiste s'occupe de faire le ménage chez lui déjà. Est-ce que ça veut dire que le Parti socialiste panique ? Oui, en partie, je pense, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres politiques possibles. On peut aller chercher. En Ile-de-France, il y a beaucoup d'argent pour mener d'autres politiques. Quand on voit le scandale de Volkswagen, il y a des gens qui n'ont qu'une chose en tête, c'est la loi du fric, alors qu'il y a de l'argent disponible pour faire d'autres politiques. Est-ce qu'on va se décider à aller chercher cet argent pour répondre aux besoins sociaux des Français? C'est la question qui est posée pour la Grèce, c'est la question qui est posée en France, c'est la question qui est posée dans les régions. C'est quoi l'autre politique? C'est quoi? Eh bien, c'est prendre l'argent qui est disponible dans les entreprises, Il y a de l'argent disponible dans les entreprises? Sûr. Écoutez, Monsieur Bourdin, vous avez un patron qui a racheté votre entreprise, Monsieur Drahi. Pas racheté, non. Oui, enfin, il a fait une alliance, d'accord. Il a 54 milliards d'euros d'endettement. Ça veut dire qu'à chaque fois que M. Drahi va à la banque, eh bien les banquiers lui prêtent de l'argent pour racheter des entreprises, pour aller en racheter aux États-Unis, etc., pour grandir. Et c'est de l'investissement. Mais il ne crée pas d'emploi. Donc on lui prête de l'argent à fond perdu, il ne crée jamais d'emploi. Il rachète des entreprises qui existent. Eh bien, nous disons, utilisons cet argent-là. Les banques qui risquent de mourir parfois. Non, mais ça veut dire que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent. Le problème, c'est qu'on ne prête pas l'argent là où il faut. Il faut prêter pour créer de l'emploi. Par exemple, en Île-de-France, nous avons besoin de 10 000 emplois pour réhumaniser les transports. Il faut réhumaniser les trains, les métros, les gares. Il faut créer 10 000 emplois en Île-de-France. Eh bien, cet argent-là, nous en avons besoin. Donc, il faut que la région Île-de-France puisse disposer de cet argent-là. Nous en avons été en chercher un petit peu pour faire une zone unique pour les transports en Île-de-France. Il faut 2 milliards d'euros pour faire réellement du logement et pour mettre aux normes écologiques tous les logements d'Île-de-France. Au rythme actuel, on aura fait ça dans un siècle. Donc il faut 2 milliards d'euros. Eh bien cet argent, il faut aller le prendre là où il est. Le CICE est fait pour aider les entreprises à investir. Une entreprise doit investir avant de créer de l'emploi. Mais c'est l'investissement qui crée l'emploi. Mais très bonne question, Jean-Jacques Bourdin. Mais le problème, c'est qu'on a donné 15 milliards d'euros au CICE l'année dernière. On va en donner 20 milliards
milliards dans 2 ans. Et qu'est-ce qu'on regarde dans les chiffres? Pas de création d'emplois, et l'investissement stagne. Le rapport dit, donc, sur la création d'emplois, nous ne pouvons pas apporter de réponse. Vous dites pas de création d'emplois. Pour le moment, personne ne peut dire oui ou non. Non, mais pour le moment, les entreprises le déclarent. Il y a une enquête qui a été faite en juillet. Elles se servent pour le moment de cet argent. Elles investissent. Non, elles s'en servent pour remplir leur trésorerie. Elles s'en servent pour améliorer les dividendes versés aux actionnaires. Pourquoi? Parce que comme on n'investit pas justement dans des grands plans de développement qui répondent aux besoins, eh bien, il n'y a pas d'emploi. Donc les entreprises sont frileuses. Les petites entreprises qui ont envie de se développer qui ont besoin de trésorerie sont étranglées, mais sont étranglées elles aussi par les grosses et par les banques qui leur augmente les taux de crédit. C'est cette logique-là qu'il faut changer. Il faut mobiliser cet argent-là. Vous savez, il y a en Île-de-France, excusez-moi, je parle beaucoup d'Île-de-France parce que je suis candidat en Île-de-France. Oui, j'ai bien compris. Donc, 580 milliards d'euros de crédit de dépôt dans les banques. On en mobiliserait seulement 1% de ces 580 milliards disponibles dans les banques. C'est l'équivalent de la totalité du budget d'Île-de-France, 5 milliards d'euros. Eh bien, on changerait beaucoup de choses. On aurait l'argent pour le logement, pour les transports, et on créerait beaucoup d'emplois. Parce que si on investissait massivement dans les transports en Île-de-France, plutôt que de laisser se développer la pollution, comme c'est le cas aujourd'hui, si on faisait du fret ferroviaire plutôt que de mettre des camions propres en Île-de-France. Absolument. Il faut faire deux choses. Alors, est-ce que je vous pose une question, puisqu'on parle de Volkswagen. Est-ce que vous êtes pour la disparition de l'aide apportée au diesel? Moi, je pense que progressivement... Non, mais franchement, je pense que ce qui compte, comme vous dites, c'est le transport propre. Bon. Alors, on peut faire du diesel plus propre dans un premier temps et progressivement Pourquoi le diesel est moins cher, d'ailleurs? Parce qu'on a encouragé ça. Mais voilà. On a encouragé. Est-ce qu'il faut cesser, on a fait une prime fiscale. Alors, est-ce qu'il faut supprimer cette prime fiscale? Je pense. Oui, mais il faut le faire progressivement. Sinon, on va pénaliser. Oui, mais il faut le faire progressivement parce que il faut ni pénaliser les gens qui ont été obligés d'acheter ces voitures-là parce qu'il faut qu'ils puissent continuer à se déplacer. Donc, il faut s'attaquer justement à la réorientation de ces politiques industrielles. Donc, il faut le faire progressivement. Progressivement, cette prime diesel, cette prime qui encourage le diesel. Il faut réorienter progressivement le modèle industriel pour aller vers des véhicules propres. Voilà. Dans toutes les gammes d'ailleurs, parce que ça ne concerne pas que le diesel. Ça concerne aussi les autres véhicules dont il faut diminuer la consommation. Il faut investir dans la l'écologie. Vous êtes parfois associé aux écologistes, mais en matière d'écologie, j'ai des doutes sur le Parti communiste. Écoutez, vous avez tort, parce que... Ah bon j'ai des doutes sur les centrales nucléaires, par exemple. J'ai des doutes sur le gaz de schiste. J'ai des doutes sur vos engagements. Eh bien, vous avez tort. Vous ne nous lisez pas. Parce que sur la question écologique, nous sommes maintenant, effectivement, totalement engagés sur ces enjeux-là. Et en Île-de-France... Mais par exemple... Est-ce qu'on arrête de mettre des camions sur les routes ? Est-ce qu'on arrête de mettre tout le transport de marchandises ? Vous savez combien on transporte de pourcentage de marchandises par le train aujourd'hui ? Même pas 10% des marchandises sont transportées par le train. Taxe écologique donc, sur le transport routier. Mais je rappelle qu'il y en avait une qui était envisagée, qu'on a supprimée. Vous êtes favorable au rétablissement de cette taxe ? Il faut effectivement, moi je pense qu'il faut supprimer du trafic marchandises poids lourds pour le remettre sur les rails. Et il faut investir dans le fret ferroviaire massivement en Île-de-France, mais là c'est une question nationale. Il faut le faire dans toutes les régions de France. Bien, avec Jean-Luc Mélenchon, comment ça va ? Parce que j'ai lu la déclaration, mais non, mais je vous fais sourire, mais j'ai lu la déclaration de Mélenchon. Comme on a beaucoup d'enfants, on est forcé de rester ensemble pour ne pas finir en poussière. Bon, mais écoutez, moi j'ai une vision, heureusement, un peu plus positive que ça, de l'amour, du couple et du reste. Donc je pense que moi je suis fier de ce que nous avons construit avec le Front de gauche. Maintenant, la question qui est la nôtre, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, la mienne et celle de beaucoup d'autres, c'est plus seulement faire vivre le Front de gauche. C'est qu'il y a des gens qui sont dans
toute la gauche, il y a des gens qui ne veulent plus des politiques d'austérité actuelles. Il faut que tous ces gens travaillent ensemble. Et c'est pas un problème de savoir qui conduit qui est le casting. Il faut les écologistes, les socialistes, le Front de gauche, les communistes. Il faut que tous ceux qui ne veulent plus des politiques d'austérité. Oui, non, mais nous, on veut le faire pour faire. Debout la France. Vous avez vu Chevènement qui parfois. Mais Chevènement est un homme de gauche. Oui. Avec lequel je dialogue. Que Dupont-Aignan ou que Dupont-Aignan. Non, parce qu'avec Dupont-Aignan, nous avons des vraies différences sur la question de la solidarité du monde du travail. Pourtant, vous êtes associé en Grèce. Vous êtes associé en Grèce. Mais pas du tout. Comment pas du tout? Non, pas du tout. Comment pas du tout? Mais Tsipras est associé au parti qui ressemble à celui de Dupont-Aignan en Grèce. Non, mais il y a une en Grèce, vous savez très bien, il faut 150 députés pour avoir la majorité. Il en a 147, je crois, 145 ou 146. Oui. Tsipras, il lui en manquait quelques-uns. Il s'est allié à ce petit parti sur la base du programme de Tsipras. Mais sur la base du programme de Tsipras. Oui. Donc il n'y a pas de compromis sur son programme. Bon, le vrai problème pour la Grèce, c'est un autre problème. C'est comment est-ce qu'on aide la Grèce et l'Europe à se débarrasser des politiques d'austérité. C'est là-dessus qu'on doit aider Tsipras. Tsipras, dites-moi, avec Mélenchon, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Tsipras, c'est quand même extraordinaire. Tsipras, vous avez été l'un des premiers à le soutenir. Oui, absolument. C'est en 2012. C'est bien cela. Même avant, 28 février 2012, conférence de presse à Paris. Il y avait quoi? Il y avait 10 journalistes. Absolument, oui. Mais depuis 2009, je travaille avec Tsipras. Oui. Et moi, je soutenir. Bien sûr, et je salue son courage, parce que gagner 3 élections, comme il les a gagnées en un an, en continuant à essayer de se battre contre les politiques d'austérité qui lui sont imposées, c'est pas facile, parce que le rapport de force en Europe... Non, justement. Alors, est-ce qu'il accepte à vos yeux ou pas? Non, ce qu'on appelle le diktat de Bruxelles. Il a accepté la politique d'austérité. Non, on lui a dit, soit c'est ça, soit vous sortez et vous ruinez votre pays. Il a refusé de ruiner son pays. Et il dit, moi, je redemande la confiance aux Grecs et je veux continuer à me battre. Et il dit, et c'est pour ça que j'étais encore vendredi soir à Athènes à ses côtés, avec Pablo Iglesias et d'autres, pour dire, eh bien maintenant c'est une affaire européenne. Nous devons être solidaires, ceux qui voulons sortir de l'austérité, travailler ensemble, parce que c'est pas facile de sortir de l'austérité tout en restant dans l'Union européenne. Parce que parce que l'argent de l'Union européenne, il nous appartient. Parce que on parle de Volkswagen là, ces truands là, qui ont quand même falsifié 11 millions d'automobiles. Mais ce sont les mêmes qui derrière Merkel et Schäuble disent à Tsipras, c'est ça qu'il faut faire et pas autrement. Jusqu'à quand on va laisser ces gens-là gouverner, avoir tous les pouvoirs, faire la loi sur tous les marchés? Jusqu'à quand on va laisser ces logiques-là, c'est-à-dire ces logiques de fric, c'est-à-dire de gens qui pensent que la seule chose qui compte, c'est de faire de l'argent pour leurs actionnaires? Jusqu'à quand on va les laisser diriger? Alors vous êtes très sévère avec cette Allemagne, que l'on encense par ailleurs, que l'on a encensé, qu'une partie de la gauche a encensé à l'occasion de la crise, et encense à l'occasion de la crise des réfugiés. Mais vous savez, en Allemagne, c'est comme dans tous les pays européens, il y a des forces qui, et y compris parmi, moi j'ai beaucoup d'amis allemands, il y a des gens qui justement ont montré à cette occasion l'élan de générosité dont ils étaient capables. Il y a aussi des patrons qui ont des arrière-pensées, il ne faut pas être naïf, et qui pensent, parce que c'est un pays qui est en déclin démographique, à la main-d'œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un élan de solidarité, notamment en Allemagne, qu'il faut saluer face à la crise des réfugiés. Et je pense qu'en France, il y a les mêmes trésors de générosité. Malheureusement, nos dirigeants ont beaucoup tardé à réagir à cette crise humanitaire. Vous pensez qu'on est à la remorque de l'Allemagne, là? Vous pensez que nous n'avons pas du tout été à la hauteur. Nous n'avons pas du tout été à la hauteur de ce que sont les traditions de la France. Accueillir 24 000 réfugiés en 2 ans pour un pays comme le nôtre, c'est vraiment pas brillant. Et je pense que si on avait mobilisé la générosité qui existe dans notre pays, si on avait aidé, si on aidait davantage les communes qui sont prêtes à le faire, à accueillir des réfugiés, si on le faisait dignement, si finalement on respectait les conventions d'accueil internationales, eh bien, on donnerait une autre image de la France. Je suis persuadé qu'il y a des électeurs communistes qui sont en train de penser, mais j'entends ça au Front National, j'entends ça ailleurs, j'entends ça partout.
Très bien, les réfugiés, on accueille les réfugiés, mais que fait-on des SDF qui sont dans nos rues? Que fait-on des plus pauvres en France qui ont des difficultés à boucler les fins de mois? Vous avez vu les associations qui disent il n'y a pas pauvres et pauvres. Il n'y a pas de réfugiés d'un côté et sans-abri de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, justement, je discute avec beaucoup des gens dont vous parlez. On s'aperçoit très souvent que la générosité, elle est très forte dans les catégories les plus populaires. Allez parler de ça avec les gens qui militent dans les associations caritatives, et ils vous le diront tous, ceux qui versent les premiers, qui sont prêts à donner un peu pour aider ceux qui sont dans la difficulté, sont souvent justement ceux qui ont le plus de difficultés. Parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas solidaires entre eux, eh bien, ils vont tous se faire manger par les plus puissants. Et évidemment, dans la situation de l'Europe actuelle, ça n'est pas facile d'accueillir tous ces gens. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous les laissons mourir dans la Méditerranée. Nous laissons le chaos se développer dans leur région et nous ne faisons rien. C'est impossible. Et puis, il faut arrêter avec un certain nombre de choses, notamment tout ce que j'entends sur l'invasion, etc. Vous savez, il y a 65 millions de réfugiés dans le monde. C'est les chiffres de l'ONU. L'Europe, qui est la partie la plus riche du monde, en accueille 13%. Donc moi, je pense qu'il y a d'autres politiques à mener. Et au contraire, alors évidemment, il faudrait aussi aider, coopérer autrement avec ces pays pour qu'ils se développent. Alors quelle politique a conduit? Vous avez vu les décisions européennes, hein? Il y a encore un sommet aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement, des quotas proposés par Bruxelles à chaque pays membre de l'Union européenne, avec 4 pays qui disent non, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque. Est-ce qu'il faut les sanctionner, ces pays d'ailleurs, financièrement? Je pense que ces pays qui sont dirigés par des forces de droite, voire d'ultra-droite, hein, il y a dans certains de ces gouvernements des gens qui se revendiquent de l'extrême droite, font honte à l'Europe, effectivement. Construire des murs au milieu de l'Europe, avec des barbelés, pour arrêter des gens qui sont en train de mourir à nos portes, effectivement, indignes de l'Europe. Dans l'Union européenne. Et je pense qu'il faut politiquement, effectivement, condamner et sanctionner ces pays qui ne respectent même pas les conventions internationales qu'ils ont signées. On ne peut pas chasser des enfants. Donc, mais ça existe aussi malheureusement en France. Mais vous seriez au pouvoir, vous accueilleriez beaucoup plus de réfugiés? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible en mobilisant, je le répète, la générosité de beaucoup de communes qui sont prêts en France et de beaucoup de citoyens français. Et on pourrait le faire plus dignement qu'on le fait aujourd'hui. Souvent, vous savez, ce qui inquiète les gens, c'est de voir des gens qui dorment dans la rue, qui s'installent dans des espèces de bidonvilles. Mais c'est parce que, précisément, nous n'organisons pas cette solidarité. Mais je comprends l'inquiétude de gens qui sont eux-mêmes inquiets pour leurs enfants, qui sont inquiets à cause du chômage, qui se demandent si on est capable d'accueillir toute cette solidarité. Mais moi, je leur dis que nous sommes capables, je le répète, à condition que nous mobilisions les ressources énormes qui existent dans notre pays, mais que nous les mobilisions pour la solidarité nationale, pour faire travailler ceux qui sont déjà là, les Français, ceux qui sont à nos côtés, ceux qui peuvent arriver. Si nous développons l'emploi, nous sommes capables de faire ça. Nous sommes un grand pays. C'est parce que cet argent-là est confisqué par certains. Et on est dans un système de fous. Je veux dire, il y a des gens qui s'enrichissent de manière complètement folle pendant qu'on laisse dans la difficulté des millions d'autres. C'est ça qu'il faut changer. Pierre Laurent, merci d'être venu nous voir ce matin. Il est presque 8h56. Vous êtes sur BFM TV et sur RMC, bien sûr.